Si tu trouves une souris, si tu mets dans un seau par exemple, quand tu ouvres le seau, elle cherche un trou pour sortir de cette situation. Elle n'aime pas rester dans la même seau, quoi. C'est comme un présent, mais un grand présent, quoi. ترجع لك الان ترجع لك هذه فيها ربعه تكرست Quand tu vivres sans papier, tu trouves toujours qu'il t'en manque quelque chose. Par exemple, tu trouves que tu travailles plus que les autres et tu n'as jamais droit comme les autres. Je travaille presque depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir pour 20 euros. Quand par exemple tu restes avec quelqu'un qui est la même situation que toi, dans un café, c'est toujours le même dialogue, la même stress, c'est le papier. Juste les papiers, toujours les papiers, parce que c'est vraiment les clés, quoi. Les clés pour vivre comme les autres, c'est le papier. Si tu n'as pas les clés, tu ne dois pas rentrer. On a pensé à l'église de Béguinage. Mais vraiment, entre nous, on trouve ça c'est très difficile pour occuper une église. Surtout l'église de Béguinage, c'est une église touristique et tout. Bon, on a proposé, pourquoi pas. On va essayer. Can içinde aman oy Can erir zaman içinde aman oy Böyle kader olmaz olsun aman 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 On a été une fois, on trouve l'église elle est fermée. Ça c'est un problème, hein? Comment on doit faire pour ouvrir l'église? Il y a une idée des Iraniens là, c'est Ali. Et voilà, lui il a téléphoné à Jean Mathieu. Il a dit voilà, il y a quelqu'un qui fait la prière, pourquoi l'église est fermée? Et elle a dit, t'en fais pas monsieur, à 12h30, ça sera ouvert. Je travaille, je fais mon sport, je vis ma vie comme tout le monde. J'étais structuré dans ma vie. Jusqu'à s'arriver l'occupation de Béguinage. Et là, c'était Absalam qui m'a proposé de nouveau. Il m'a dit Mohamed, on va occuper Béguinage. Est-ce que tu peux venir nous aider? C'était très très difficile pour moi de prendre cette décision-là. Je me souviens que je ne dors plus. Et surtout, je pense qu'on a commencé le Béguinage, on a commencé le mois de mars, le 17 mars. C'était mon prof de sport, il m'a dit, le mois de juin, que je devais participer à une compétition à Liège. Vous voyez, c'était vraiment très très difficile pour moi de prendre cette décision-là. Là, je commençais à réfléchir, je ne dors pas la nuit, je dis non, je vais abandonner tout. Le travail, le sport et tout. Pourquoi aussi? Parce que
Pour moi, comme a parlé Abslam Biguina, je trouve que c'est une occupation très importante. Ça m'a donné des souvenirs de 1999. C'était la première occupation qui était régularisée, presque 45 000 sans-papiers. Et j'ai senti une occupation symbolique. J'ai senti quelque chose. Je me suis dit, la prochaine occupation, je rentre le premier jour et je ne sors plus jamais. Et ben voilà, j'ai vu une matinée en métro, journal de métro, que l'église de Béguinage était occupée. Et puis je ne savais pas exactement où on trouve l'église de Béguinage. Alors ça m'a pris quand même 2 jours de me renseigner là, à gauche-droite. Mercredi, je suis rentrée, mercredi vers 2 heures, je ne suis plus jamais sortie. Quand j'ai vu cette annonce par Internet, j'ai pensé que je peux essayer quand même. Pourquoi pas? Le temps passe, je ne sais pas rester jusqu'à la mort sans papier quand même. Je ne sais pas expliquer exactement pourquoi j'ai décidé comment c'était. Mais ça arrive parfois. Il y a des moments comme ça que j'ai compris quelque part dans mon cerveau peut-être que je dois aller, voilà. Mais si vous n'avez pas le choix et si vous voulez d'avoir quelque chose, il faut faire quelque chose. J'ai été chez quelqu'un qui connaît moi bien. Je dis voilà ma situation. J'ai pas de matelas et tout. Elle a donné, je crois, 20 €, 25 €. Elle a dit voilà, je t'ai aidé pour t'acheter ta matelas. Je dis ça va, merci. Elle a donné 25 € et j'ai encore moi 30 €, 40 €. Et j'ai été chez Limonier et j'achète un matelas nouveau. Les premiers jours, c'était seulement les jours pour avoir la place. Pour mettre le matelas. Pour bien mettre les affaires. Et mettre les affaires. Et pour avoir ton petit coin. Comme les chats. En fait, moi j'avais voulu m'installer tout de suite et il y avait une fille là. Il y avait une fille, c'était une Marocaine. Alors je me suis dit, tu restes là, comme ça il y a quelqu'un, des femmes à l'accueil, et moi je vais vite aller à la maison chercher mes affaires. J'ai pris une couverture, j'ai pris une brosse à dents, un dentifrice, allez, un essuie. Et il neigeait, il a fait très très froid. Alors, il n'y avait pas de chauffage à l'église. Et la fille m'a téléphoné, elle m'a dit, écoute Elmira, il ne faut pas dormir encore ce soir, demain ou après-demain et tout. Et puis, je suis rentrée, elle m'a dit qu'elle ne va pas rester. Moi, je ne voulais pas rester toute seule. Il y avait 150 hommes et une femme, c'était pas possible. Au début, c'est moi qui ai commencé à organiser la sécurité. Donc, je faisais des réunions des groupes de l'église de Béguinage, un groupe de 10, 20, 15. Je commence à expliquer le travail de la sécurité, ce qu'il faut faire, comment on doit faire avec les gens, comment parler avec les gens, c'est pas la violence, c'est pas ça. Donc c'était 3 ou 4 réunions donc de la sécurité, ces finances et les commissions d'accueil. Donc j'ai passé comme des ateliers de travail des groupes, des commissions. Donc il faut un chef pour chaque groupe. S'il n'y a pas un chef, le groupe ne va pas marcher. Donc il y avait 3 Marocains, Algériens et Africains. Étaient au début les chefs de sécurité. Je me suis dit, comme on vit dedans comme un petit village, on doit lui donner la responsabilité à les gens
a un rôle important. Quand les gens ils se sont responsables, ils ont un rôle, ils sont plus motivés qu'on est là, on ne sait pas pourquoi et comment, on ne fait rien. Alors on a commencé à mettre le secteur nettoyage, le secteur de cuisine, le secteur de ça, le secteur de sécurité. Alors tout le monde s'était impliqué dedans. Et c'était pas mal de conflits, de vivre avec des 50 ans de nationalité, c'était pas facile. Mais je leur dis toujours, ce conflit-là, c'est très important pour moi. Je dis, grâce à ce conflit-là, on va se connaître, on va se calmer. On a besoin de passer par là. Moi, j'ai eu des problèmes avec les Iraniens, mais ils sont très vite partis, et avec les Africains aussi. Ils disaient une femme qui parle, ils interpellaient tout le temps Abdeslam, ils disaient Elmira, ils ne supportaient plus de moi. Que moi je parle, je vais dans les réunions, une femme pour eux. Moi j'étais la responsable, mais c'était pas quelque chose avec quoi j'ai pu aller. Être responsable, c'est pas avoir du pouvoir. Être responsable, c'est une grande responsabilité. Mais en tout cas, ils n'étaient pas contents en fait que je sois une porte-parole. Mais c'était la guerre tout le temps. Moi, je voulais que tout soit bien, nickel. J'ai vu que c'était impossible, mais je me battais quand même. Je tombais malade, je m'agressais moi-même en être fâchée tout le temps, mais je voulais que ça soit bien, personne n'a rien à dire. C'est au niveau de ma communauté qu'ils se sont réunis, les sages. Ils m'ont donné la confiance, m'ont donné une responsabilité à les remplir. Donc ils m'ont agi comme porte-parole des Africains. Chez moi, il y avait de la soumission qui était là, parce qu'il y a d'autres sans-papiers qui viennent, que tu ne connaisses pas leur comportement, leur mode de vie, comment ça va leur parler. Donc il te faut être toi le responsable d'abord, plus sympa et plus sage pour pouvoir attirer les autres, pour pouvoir les maintenir. Et ça m'a donné de plus de la sagesse aussi, de plus. Dans une église, il y a des gens qui ont des problèmes. Et les gens, ils ne voient pas ça clairement. Si on avait un qui était un peu pas normal, on peut sentir ça en discutant avec lui, tout ça. Tout ce qu'il fait, il le fait à l'envers. Et les gens, ils s'énervent, ils essaient de bagarrer, tout ça. Et c'est vraiment, on est dans une situation de stress, tout ça. On n'arrive pas de contrôler nous-mêmes. Et c'était un qui se levait pour se bagarrer. Et ce type-là, je dis, il doit sortir de l'église. Malgré qu'il est depuis longtemps avec nous, il doit sortir. C'était important aussi pour donner l'exemple à les autres. Parce qu'on a dit, en bagarre physique, on ne tolère pas. C'était pas facile, c'était 2 heures du matin, on est en train de discuter. Je dis non, il doit sortir. Si on va laisser, les gens vont commencer à banaliser, il y aura des autres qui vont faire la même chose. Pour mettre les règles, il faut être comme ça. Pour les gens, ils respectent les règles, il faut être dur, montrer qu'on est dur, on respecte les règles. Évidemment, pendant 2 mois, il y avait des situations, peut-être discussions, et c'est pas facile de comprendre les autres, surtout que vous ne connaissez pas avant. C'est les gens tout à fait différents, de différents pays, de différentes langues, de différentes mentalités. Tout. Quand arrivaient ces discussions entre nous, quelque chose comme ça, bien sûr que... Et c'était plus que 50% que j'ai voulu partir de l'église. Oui. J'ai pensé, je reviens à ma maison, j'ai tout à la maison, ce qui est nécessaire pour vivre, j'ai quand même le travail. Voilà.
J'essaie de gagner ma vie. Pourquoi je dois continuer ici, dans cette saleté, dans cette poussière, autour de ce monde? Je voulais voir personne. Oui. Je dis il faut nettoyer, mais personne ne veut. Il faut nettoyer parce que c'est un point fatal. Hein. Il gêne le bourgmestre pour vider l'église à cause de ça en une seconde. Alors je dis je veux faire ça. Alors il y a parfois des gens qui viennent m'aider, prendre un aspirateur très lourd, difficile. Alors on bouge chaque chaise, on la met à sa place, on nettoie les tables, on nettoie. Et puis je prends la brosse, le petit carrelage là, à l'entrée. Je nettoie ça et puis un peu les coins, là où on fait la petite cuisine, où on fait du café, du thé. Là aussi, je passe un coup. Mais c'était difficile parce que allez, il y a trop de gens pour nettoyer autour. C'était trop, quoi. Mais les gens, ils trouvaient que c'était propre. Hein. Je sais pas pour moi. À la fin, c'était pas trop difficile à gérer le nettoyage parce qu'ils étaient tous couchés. Alors. الأشخاص متواجدين في البيكيناج وطبعا المناسبة أنهم استوفوا اليوم 50 من المضرب. Et moi, un truc que j'ai adoré, c'était de manifester, de crier et hurler. Mais après, parce que toute ma rage, elle sortait là. Je sais pas, ça m'amusait, mais après j'étais malade, je pouvais pas parler pendant une semaine. On criait à Abdessalam, il y avait la police qui nous attendait, il nous a bloqués avant qu'on arrive. Alors on voulait un peu provoquer, comme quoi on va passer. On voulait, pour rentrer à l'église, on devait traverser la rue et passer à côté de la porte de l'office. Même pas rentrer à l'intérieur, juste passer. Alors, ils ne voulaient pas. Alors, non, on veut passer par là. Pourquoi on nous interdit? Il ne faut pas nous interdire de passer par le trottoir. Pourquoi on est venu par là? On va rentrer par là, tout simplement. Et alors... ils ont accepté finalement, après une demi-heure de négociation, qu'on passe à côté, mais surtout pas un cri, devant la porte de l'office. Alors on était passés. Alors tout le monde, mais il y a un qui a commencé, je ne sais pas qui a commencé. Alors nous tous 570. Chut, mais tout le monde, ça fait un bruit. Policiers, mais on passe et on fait ça, hein. on passe une bonne 50 de mètres et on faisait chut. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم. Le cas du 29 avril, c'était un jour exceptionnel de tout un sans-papier. Le 29 avril, c'est un jour noir pour moi. C'est un jour... Je n'arrive pas... Je dis voilà, il y a une manifestation devant l'office d'étranger. On va aller ensemble, on participe pour la... C'est pas
On se rendait sur le lieu de l'Office des étrangers afin de soutenir les autres pour pouvoir sortir notre image. Normalement, le manif, ça finit à 4 heures. Tous les groupes de béguinage, on a à côté, moi, Elmira, Camara, Nicole, presque 50 personnes. Et après, 4 heures, moins 15, je crois, moins quart, 4 heures moins quart, Camara. Donc à 15h45, il y a un inspecteur de la police qui m'a contacté au téléphone, qui me connaissait. Chaque matin, il y avait ses agents qui passaient dans l'église. Donc il m'a appelé, il me dit, écoute camarade, sais-tu que ce n'est pas votre occupation qui est organisée ce manif? Donc ils ont leur autorisation de manif jusqu'à 16h. J'ai pris le micro, j'ai dit, écoutez, je vais essayer de leur parler, discuter avec eux. Le moment qu'il vient chez moi, camarade, j'ai en train de parler dans le micro, là, dans le parlophone. Elle a dit, Najib, on va aller. Je dis non, il est encore un quart d'heure. On va rester un petit peu. Le moment que je en train de parler, je trouve les cercles. Il y a un cercle de police chez nous. Et là commence à approcher. J'ai dit, c'est quoi ça? Après avoir fini de cela, pour 5 minutes, on voit d'une centaine de policiers qui viennent maintenant nous encercler. Et voilà, la police, elle a fait un cercle chez eux. Et voilà, elle a commencé à braquer les gens. Et puis, elle a commencé à braquer les gens à 4h moins 10. Ils ont arrêté tout le monde, litigé d'autres. Les soutenants, ils n'ont pas cherché à savoir qui était sans papier, qui n'était pas sans papier. Arrêté tout le monde. Et je dis, on y va, hein, ça c'est pas normal. Et voilà, moi je courir. J'ai courir et je prends quand même pas mal de gens avec moi. Je dis, allez, allons-y, comme quelque chose, comme tu es dans un danger ou bien qu'il y a une tempête ou bien quelque chose, tu vois. Je dis, les gens de béguinage, suivez-moi. Et je courir, et il a courir chez moi. Et Camara. Je voyais de part et d'autre, on criait, Camara, on fait quoi? Nous étions déjà arrêtés. Camara, on fait quoi? On fait quoi? J'ai dit, écoutez, je suis responsable, sans papier, organisateur. Si vous devrez partir, mourir, je meurs avec vous, je fais la solidarité. Je me suis rendu, ils m'ont attaché comme eux. Le soir, quand je suis venu, on m'a dit qu'ils ont arrêté Camara. Connaissant sa situation, vraiment, je me suis fait beaucoup de peine pour lui. Et je me suis mis à sa place. Ouais. Et si c'était moi qui étais à sa place, je suis sûr et certain que bon, j'allais être désespéré et puis j'allais tout de suite voir l'Afrique. Il y avait un officier de l'Office des étrangers qui était là, qui faisait les vérifications, tout, jusqu'à arriver à notre niveau. À nous, les 16, maintenant, on a subi d'autres effets barbares. Je n'étais pas un trafiquant, je n'ai pas subi une dégradation d'ordre public, je n'ai pas gâté un bien, parce que c'était eux qui avaient la force à la fin que je me suis soumis. Après avoir eu du mal, que je ne pouvais rien de me défendre, que je me suis laissé faire. Là, le matin du 29, ils nous ont divisés et nous parlant que nous partons pour le centre fermé. Si nous parlons ici d'autres actions, disant qu'on va aller balayer en fait les rues, on n'aura pas les papiers. Le jour où en fait cette église elle a été ouverte,
Je pense que chacun d'entre nous avait mis d'ailleurs dans sa tête quelque chose. La grève de la faim, je la souhaite jamais aux sans-papiers. C'est un peu, moi ça m'arrive aussi quand les gens ils font la grève de la faim, c'est comme une sorte, tu vois, je me sodomise, moi aussi c'est comme on grève de la faim avec eux. Ça, psychologiquement, il y a une répercussion sur moi. Je maigris aussi, mais je n'aime pas du tout voir les gens dans la grève de la faim. Mais comme action parfois politique, on décide ça parce qu'il faut la décider, parce que tu ne vois pas d'autres moyens. We would like to start it, yeah. We would like to start with the hunger strike. I know. We would like to start it. Why not? I'm yours about 2 months and I have... Ça n'a pas été facile, hein. Ça, imaginez, rester sans manger, sans prendre quoi que ce soit qui contienne de la vitamine, donc c'était pas facile. Parce que j'avais perdu 23 kilos, je m'excuse, 23 kilos. Avant de commencer la grève, j'avais 106 kilos. À la fin de grève, j'avais 87 kilos. 57. El último peso. 52. 50, pero el último es como 50. He bajado más, pero no. Ahora 50. Sí. Sí, bueno. El último peso, 48. Sí. ¿La talla? 1,56. 1,56. Après 3 semaines, je pense, beaucoup de mal dans les muscles. Tout le monde sait que le mal des dents, c'est une chose très embêtante. C'est on peut dire terrible. El último peso era 42. J'ai été à l'hôpital sans soigner, sans rien. Encore, j'ai resté quelques heures dans le couloir. Et quand j'ai attendu dans la salle d'attente, j'ai frappé avec ma tête contre le mur parce que vraiment, je ne savais pas aussi souffrir cette mal. On pourrait avoir votre poids et votre taille. En fait, avec le poids et la taille, on va calculer un indice de masse corporelle. Vous savez ce que c'est? Oui, la taille idéale, le corps idéal. Voilà. Et alors on calcule la dangerosité, tu vois, de la perte de poids. Vers 11h minuit que ça a commencé, c'était une douleur de là à là. Ça brûle à l'intérieur. Et partout. Mon Dieu, quelle douleur. Alors j'ai commencé à vomir. C'était horrible. Horrible. Franchement, c'était horrible. Je crois que à ce moment-là, j'ai vu la mort de maman. J'étais en train de partir, mais vraiment catastrophe. J'ai mal à mon corps. Ouais. J'ai douleur. Ouais. Et maintenant, avant, j'ai douleur ici. C'était grave. Ça faisait peur quand même. Hein. Je craignais beaucoup qu'il n'y ait pas un mort pendant l'occupation. Maintenant, les douleurs, c'est très fort. Dans le ventre et tout, là, je ne peux pas dormir. Pleurer, je ne peux pas pleurer parce que je n'aime pas pleurer devant tout le monde. Il n'y avait pas des coins cachés pour pleurer. C'était pas facile pour pleurer des coins cachés. Mais ça m'est arrivé à certains moments de dire j'ai envie que ce sera fini. J'ai envie que ce sera fini. Certains moments, je dis non, c'est dur, c'est lent, c'est insupportable. J'en dis il doit finir cette occupation. Le moral, c'est pas bien. Mais Inch'Allah, on va aujourd'hui. Inch'Allah. Aujourd'hui, moi j'ai trop faim. Vraiment, je peux pas passer. Malgré tout, on est en grève de la faim, c'est difficile. Il y a certains moments où je pense trop de stress, tout ça, on arrive de rigoler, de parler. Ça donnait, on a commencé à approcher l'un pour l'autre. On était comme une sorte de famille, on est devenu. L'un fait attention à l'autre. Des gens viennent chez toi, est-ce que ça va, est-ce que c'est bien, est-ce que j'ai pas appelé le médecin, et ça, moi je vais chez les autres. C'était une solidarité qui m'a marqué beaucoup. C'était pendant la grève de la faim qu'il a fallu, pour la conférence de presse de la grève de la faim, avoir une femme comme porte-parole.
Alors là, je voulais pas. Et à la dernière minute, ils m'ont fait un match, il y avait personne d'autre, quoi. Alors voilà, j'étais la porte-parole ce jour-là et je suis restée, quoi. Je suis restée. Les Africains, ils n'étaient pas d'accord que je sois la porte-parole. C'était surtout les jours où on devait aller négocier à l'Office des étrangers que ça déclenchait un peu. Ça, les Africains, ils étaient contre une femme, même au début. Ils disaient, nous, on ne peut pas. Ils venaient, ils disaient, écoute, Abdeslam, nous, les Africains, on ne peut pas admettre qu'une femme nous dirige. Ça, c'est impossible. Mais écoutez, il n'y a pas de défense de femme. Mais ils l'ont voté, franchement. Après, c'était vraiment une confiance en elle. Et là, elle est partie vite, quoi. Elle a poussé, elle était capable, franchement. Là, c'était la première fois de ma vie où je disais tout ce que j'avais sur mon cœur, je disais. Parce qu'en tant qu'ils sans papier, sans famille, je devais me taire à chaque fois. Malgré que j'avais raison, tais-toi, tout va bien. Là, je disais à tout le monde tout ce que je ressens. Il est maintenant urgent de nous régulariser. Maintenant, Et la caméra, elle est forte sur moi. Fort, fort, fort. Mais regarde-moi, je suis comme une dingue sur la table. Et après, il montre, c'est vraiment quelqu'un qui montrait la souffrance. Après, montrer moi et mon texte, il montrait les civières, les pompiers qui sont venus chercher une personne. Et puis, moi, encore une fois, j'étais comme ça, j'étais pas bien, toute verte. Hein, j'étais jaune et verte mélangées, la couleur des peaux. C'est vraiment mortel, quoi. Enfin, craquer, ça veut dire je me contrôle plus moi-même. Enfin, ouais, à certains moments, j'ai craqué, c'est vrai, j'ai commencé de me lever de bon matin, j'insulte. Insulter. J'insulte comme ça. Tout le monde m'énerve. C'est vrai, je sais pas. Il y avait une fois, il y avait des médias là-bas et les autres me disaient il y a la caméra, tout ça. Je dirais rien à foutre, les caméras, tout ça, les médias. J'ai commencé à insulter. On va vite jeter un coup d'œil, comme ça on va voir s'il ne faut pas une autre ambulance. Hein, ok. Monsieur, il va falloir faire un petit effort, ok? On va aller à l'hôpital. Vous m'entendez là? Ouvrez les yeux, essayez d'ouvrir les yeux. Allez, ouvrez les yeux. Allez monsieur, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Allez, il faut ouvrir un peu les yeux. Ok. Allez, ouvrez les yeux. Il n'y a pas de soleil là, ouvrez les yeux. Il s'appelle comment? Boubacar. Boubacar. Allez, ouvre les yeux, Boubacar. J'ai perdu ma santé, je perds tout pour avoir les papiers. Et si par exemple négatif, tu sors d'ici sans santé, sans travail, sans logement, fait froid plus que ça. J'ai pas de famille ici, donc c'est normal. Il y a des gens qui ont déjà des familles ici, quand même, il y a de chance, mieux de chance que moi, mais pour moi, il n'y a rien. Il y a juste le Dieu, quoi. Tout le temps nerveux, à cause, sans manger, à cause, il y a des gens qui viennent pour casser le moral. Qu'est-ce qu'on... Elles mettent ses santé dans danger pour avoir les papiers. C'est quoi ça? C'est pas normal. Tu vois, la pression, quoi. Tu dis, oh, j'espère bien il y aura quelque chose. Les premières semaines, les deuxièmes semaines, les troisièmes semaines, il y a personne qui... Il y a rien qui bougeait, il y a rien.
avant les premières semaines, quand même, il y a des voisins qui viennent. Mais les dernières semaines, il n'y a personne qui vient. C'est vraiment quelque chose... Je trouve que moi, quand je parle avec quelqu'un, je parle. Mais parfois, je trouve que moi, vraiment nerveux, plus que normal, quoi. J'ai dit, c'est moi. Parfois, j'ai dit, c'est moi que je parle comme ça. Parce que j'ai l'habitude tout le temps, je parle calme avec les gens. Même j'ai un souci ou quelque chose, j'ai un problème, ça se voit pas dans mon visage, quoi. Ça se voit pas. Je parle doux. Mais pendant la grève de la faim, surtout les 3 semaines, le début de 3 semaines, c'est vraiment, je trouve que c'est pas moi, c'est pas Najib qui parle, c'est un autre type, c'est une autre personne, c'est un autre homme, quoi. Il n'y a pas de sentiments comme avant, il n'y a rien. Il a vomi ou il n'a pas vomi? Tout le On va aller à l'hôpital, hein, ok? Faire un petit effort parce que vous allez nous donner un coup de main pour aller dans le brancard. Je ne pouvais pas rester à l'église. Je ne sais pas ce que j'ai eu. C'était un coup dur, très dur. Je ne me supportais pas de l'église. C'était très fort. Mais incapable de sortir toute seule. Trop loin, ma maison. Tout est mauvais. Tout. Apparemment, c'est un autre état et on réagit. Tout est négatif. Même s'ils sont venus avec la nationalité chez moi, pour moi, c'était noir. Can içinde aman oy. Can erir zaman içinde aman oy. Böyle kader olmaz olsun aman 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 aman. Hüseyin'im kan içinde aman. Parfois les gens me posent des questions, ils me disent Mohamed, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On voit rien. Je leur dis, écoutez, on est encore toujours sur le bateau. Je dis, on ne va pas à la terre. Voilà, je dis, au moment où on va voir la lumière, un peu de lumière loin, ça veut dire on a commencé à voir la terre. Si on voit cette lumière-là, on est dans le banc, la terre elle approche. Mais ça m'est arrivé à certains moments de dire j'ai envie que ce soit fini. J'ai envie que ce soit fini. Certains moments, je dis non, c'est dur, c'est lent, c'est insupportable. J'ai dit que il doit finir cette occupation. Je ne peux pas. Je sentais que je ne peux pas continuer. Et ça, c'était un moment que ouais, c'est... À la fin, c'était vraiment, on pourrait avoir la catastrophe parce qu'après 50 jours de la grève de la faim, les gens, ils tenaient dans leur tête que la carte blanche. Ils ne se rappellent plus de rien, ils n'ont même pas les capacités d'analyser la situation, ils n'ont rien dans leur tête. Et donc, c'est ça l'idée qui est restée vraiment ancrée dans leur tête, c'est d'aller jusqu'au bout pour la carte blanche.
Et c'est vrai, leur mentalité psychologique et morale est descendue à bas. Les gens, peut-être d'ici 3 heures, tu fais quelque chose avec eux, mais quand tu reviens 3 heures après, ils ne se souviennent plus. Hein. C'est le manque de l'alimentation. Je ne sais pas, le cerveau ne marche pas très bien. Et donc, puis après, donc, il vient les négociations aussi à l'égalité des chances, où il propose les 9 mois avec carte blanche. S'il vous plaît, dans la place. Stop, il y a Paul qui va parler. Doucement, doucement, les gars. S'il vous plaît. Stop it. S'il vous plaît. Ça va. S'il vous plaît, arrêtez, attendez. Attends une minute. S'il vous plaît, Paul. Paul, vas-y, voilà. Prends place, s'il vous plaît. Assez, tout le monde. La réunion n'est pas finie et la fête est pour après. Merci. Nous avons beaucoup de respect de vous. Vous avez donné l'exemple de solidarité et ensemble, nous avons demandé un an. C'est juste. Et à un certain moment, on doit faire les choses dans une balance. D'un côté, on a un accord, pour moi, à vous de dire, acceptable. D'un côté, on peut continuer pour 3 mois avec des personnes qui sont très graves ici. Alors, notre avis était et reste, acceptons cette bonne proposition. Seulement vous dire, j'ai parlé dimanche là, dans la tribune, on a dit, vous avez dit ça que vous sentez. Et j'ai dit que j'étais très content avec cette nouvelle phase de travailleurs sans papier. J'ai dit vraiment que j'étais fier de vous. Je ne sais pas qui moi j'aurais su. J'ai hésité parfois. On a obtenu plus que j'osais espérer. Et que je suis fier de vous et que je remercie très fort les syndicats qui ont fait cette lutte de travailleurs avec vous. Merci pour vous, je suis fier de vous et pour vous. Je veux dire une chose aussi, s'il vous plaît. Vous devrez être aussi fiers de vous-même. Parce que ce qu'on a eu aujourd'hui, cette victoire-là, il faut savoir, même à Saint-Boniface, on n'a pas réussi de régulariser tout le monde. C'est aujourd'hui des clandestins, les réfugiés, article 9, ils sont régularisés. C'est grâce à votre solidarité. Grâce à vous. Merci. Et grâce à mes amis, tous ensemble. Tous ensemble. On m'a contacté le mercredi vers les 17h et quelques par la secrétaire de mon avocat. On me dit, écoutez, monsieur Camara, il y a votre avocat qui vous propose une bouteille de champagne sur laquelle vous allez vous partager à 3. Vous êtes libéré, en même temps régularisé parmi les 161 personnes. Ce que j'ai senti, c'était une lourde charge que je portais sur mon dos qui est vraiment... Pour un début, j'étais là, je passais inaperçu à l'église, je venais juste... Quand je viens, c'est juste pour me coucher sur mon matelas et me lever. Et puis, il n'y avait pas plein de personnes qui me connaissaient. Mais à travers cette occupation, j'ai eu plein de connaissances. J'ai eu beaucoup de confiance avec les gens qui m'ont porté beaucoup de confiance. Moi, je crois que par la grâce de Dieu et le soutien des autres, vraiment, ils m'ont fait d'un homme vraiment respectable. Maintenant, je vais faire ma vie, je vais commencer à vivre. C'est sans la peur, sans rien, sans crainte, Après qu'on a réussi les papiers et tout, et chacun sa vie, chacun ses affaires et tout, je viens presque chaque jour. Et quand je regarde au Béguina, je trouve que c'est comme
comme quelqu'un qui a un sourire. C'est quelque chose de... J'arrive pas à expliquer comment... C'est vraiment, tu sens la valeur, tu dis, ah, comme ça, grâce à vous, on a réussi quelque chose enfin.